Bonsoir tout le monde. Merci Si Mohamed, merci pour tous les administrateurs du groupe offre d'encadrement gratuit Minassat Shabab. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour une deuxième fois. Je, je suis Mohamed Aït Babram, professeur à l'université Qadayad. Je suis spécialiste en sciences de données, euh, mathématicien, et puis je travaille sur tout ce qui est modélisation mathématique et informatique des phénomènes naturels. Et, et suite à la demande, j'ai animé déjà un séminaire avec les amis, les étudiants et les professionnels au niveau de ce groupe que j'apprécie beaucoup. Sur les plans d'expérience dans le monde industriel. C'était une ébauche de travail pour donner un avant-goût pour les collaborateurs pour qu'on puisse un peu développer d'autres créneaux de partage de connaissances euh, concernant tout ce qui est en relation avec les sciences de données, leurs applications dans les différents domaines. Alors, suite à la demande de quelques collaborateurs du groupe, euh, on m'a demandé d'intervenir sur les biostatistiques. Alors, comme vous pouvez le voir, là, c'est un terme, c'est un vaste domaine biostatistique et c'est un domaine qui couvre beaucoup de choses, qui couvre beaucoup d'axes de travail, que ce soit au niveau recherche, au niveau recherche appliquée ou de la recherche scientifique. Et, et, et moi, pour cette présentation, plutôt pour cette série de séminaires, j'essaierai de vous parler un peu brièvement sur cette discipline. Bien sûr, j'ai prévu euh, à mon estimation, ma première estimation, je pense entre 4 et 6 séminaires sur les biostatistiques. Je suis en train de travailler sur l'élaboration d'un contenu complet sur tout ce qui est application de la statistique et les sciences de données, tout ce qui est data mining et tout ce qui est analyse de données, sur tout ce qui est sur la biologie en particulier et la chimiométrie bien sûr. Et puis, je vais profiter de ce séminaire un peu pour déjà vous préparer des capsules sur ma chaîne YouTube à mon nom que j'ai mis à la disposition de mes étudiants, bien évidemment, pour d'autres collaborateurs au niveau national. Si vous avez des remarques, alors, ou bien un besoin qui rentre un peu dans le cadre de mes compétences, alors n'hésitez pas à demander. Vous êtes les bienvenus, vous avez mes coordonnées. Alors, le plan de cette première partie euh, va être autour d'une petite partie de la biostatistique, notamment la partie bivariée. Et la partie pas la plus délicate, mais la plus élémentaire, c'est l'étude de tout ce qui est dépendance de deux caractères ou bien deux facteurs qualitatifs. Comme vous pouvez le voir là, je vais essayer de commencer par une petite introduction qui couvre un peu, qui parlera un peu du séminaire dans sa globalité avec les différentes parties. Bien sûr, un contexte pour positionner un peu, pour vous générer une petite cartographie sur les choses qui vont venir, Inch'Allah, après. Et bien évidemment, à partir de la troisième section, la quatrième et la cinquième, je vais rentrer un peu dans vraiment le contenu de la première partie, de cette première partie qui va être l'objet de cette séance live. D'accord? Euh,
Bien sûr, que je commence par une petite, définition de la biostatistique. Biostatistique, c'est un panache de 2 disciplines. Il y a la biologie comme étant une science, exacte et une science naturelle et bien sûr les statistiques, sciences de chiffres et sciences de la prévision et cetera. Donc un petit mélange, qui va vraiment, donner la possibilité d'appréhender la spécificité et la complexité de quelques phénomènes, heu, biologiques et principalement et dans la plupart des cas des problématiques qui émanent de la médecine. Bien sûr, les statistiques, la plupart d'entre vous doivent savoir de quoi il s'agit, mais c'est un ensemble de méthodes qui aident la personne ou l'intéressé, le porteur d'un projet de recherche ou une problématique, de, 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 de- de traiter ou bien de savoir comment faire la collecte de ces données, le traitement et bien sûr l'interprétation de ces données. Et bien sûr, c'est des données qui vont émaner de différents canaux de recherche qu'on va essayer de détailler après. Alors, j'ai bien voulu vous mettre un peu cette dernière définition, euh, parce que ça remonte un peu les, la- ça remonte un peu les principaux éléments, ou plutôt les ingrédients de la sauce qu'on essaiera de traiter tout au long de ce séminaire. C'est un champ disciplinaire qui permet l'étude de quoi? Bien sûr, tout ce qui est distribution, tout ce qui est distribution, tout ce qui est visualisation de données, tout ce qui est de phénomènes biologiques. Moi, je voulais dire même de phénomènes naturels. C'est beaucoup plus parlant parce qu'il y a la biologie animale, il y a la biologie végétale, il y a tout ce qui est médecine, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a aussi la partie chimie qui interfère avec la biologie sur pas mal de. Il y a le côté génétique, il y a un certain nombre d'axes chaque axe, il a sa spécificité, bien sûr, et les facteurs, et ça c'est très important, qui conditionnent les fréquences. Et je veux dire par les fréquences, là, je veux parler aussi d'impact et bien sûr de leur évolution de pas mal de paramètres. Alors, j'ai bien voulu commencer ma présentation par cette pyramide que j'apprécie, j'adore beaucoup. Et chaque fois avec mes étudiants, j'essaie de commencer par cette pyramide parce que c'est plutôt la charpente plutôt et plutôt c'est la ligne de route qu'on doit normalement suivre dans chaque problématique, notamment des problématiques liées aux sciences de données. C'est une pyramide qui existe depuis des siècles. C'est une pyramide qu'on appelle la pyramide d'un grand philosophe qui s'appelle Eliot. On l'appelle la pyramide de la sagesse. Comme vous pouvez le voir là, c'est une pyramide structurée en des strates, mais qui aboutit en fin de compte vers la sagesse. Et nous, pour nous, la sagesse, c'est tout ce qu'on cherche dans toute science, que ce soit exact ou non exact. Alors, voir que le bas de la pyramide ça commence par des données et puis on monte vers des informations et après on monte vers des connaissances. Et là, c'est quoi la différence entre moi, je peux vous dire tout simplement que les données, c'est les chiffres bruts qui sont éparpillés dans plusieurs feuilles Excel. Ça peut être aussi des fiches d'enquête, ça peut être des fiches d'évaluation, ça peut être des factures pour les gens de tout ce qui est des sciences de gestion, ça peut être des bilans, ça peut être euh, beaucoup de choses. Ça peut être des fiches de prospection, des fiches de suivi de malades, ça peut être beaucoup de choses. Ici, c'est des données qui sont éparpillées, des chiffres. On peut avoir aussi des graphes, on peut avoir des images. Et c'est le cas de l'imagerie médicale, par exemple. On a des images qui sont numérisées avec des fichiers qui sont éparpillés, ce qui est très intéressant. Alors là,
Actuellement, on est en train de vivre une explosion exponentielle de données. Et il y a le big data qui commence à prendre sa place dans toute réflexion scientifique de tout ce qui est traitement ou bien mise en place de stratégies, soit politiques, économiques, industrielles, etc. Donc la plupart des firmes et la plupart des décideurs, ils se penchent sur leurs données pour faire sortir quelque chose qui leur permettra un peu d'avoir un peu plus de visibilité sur l'avenir et plutôt l'orientation stratégique de leurs entreprises ou plutôt leur peuple ou bien leur pays. Alors ensuite, une fois on a ces données-là qui sont éparpillées, on passe à la structuration. Et là, quand on parle de la structuration, pour les gens qui se connaissent un peu de l'informatique, on parle des systèmes d'information. On a des schémas, on a des diagrammes, on a des jointures, on a des tables, on a beaucoup de, de contraintes plutôt, ou plutôt des orientations organisationnelles pour structurer l'information, la mettre dans une base de données, la nettoyer, la dépouiller, la structurer, avoir l'accès facilement, temps de réponse d'accès, etc., etc. Du tuning, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'on doit vraiment mettre en place pour structurer l'information et ne garder que la bonne information. Alors, une fois on a l'information, on passe à la connaissance. Et là, c'est le plus important. Parce que la connaissance, c'est notre premier pas vers la sagesse. C'est-à-dire, pour avoir accès à la sagesse, c'est la connaissance. Je dis toujours, ici, j'ai représenté par un petit diagramme dans l'icône de la connaissance, mais je dis toujours que la connaissance, c'est la visualisation de quelque chose qu'on n'arrive pas à appréhender, qu'on n'arrive pas à voir dans le bruit ou plutôt dans le bruit de la donnée. Parce que là, il y a assez de bruit. Et là, je pense, du moment, parce que vous allez m'excuser, je sais très bien qu'il y a des gens, des biologistes et des médecins et plutôt des gens des sciences médicales, mais je pense qu'il y a aussi des gens avec nous de la finance qui m'ont sollicité de parler un peu de temps en temps de leur discipline. Alors ici, la connaissance, c'est une manière de générer des indicateurs, de générer des outils de décision qui améliorent la réactivité du décideur, que ce soit au niveau biologie, au niveau médecine, au niveau finance, au niveau, etc. Et là, je vois toujours que cette naturel de la donnée vers la connaissance, ça représente tout simplement tout ce qui est stratégie, par exemple, on peut le trouver dans tout ce qui est stratégie communication commerciale, en marketing, tout ce qui est segmentation, comment on peut voir des segments dans notre portefeuille client, voir des typologies de clients en particulier, des niches de clients, essayer de faire du géomarketing, cibler notre communication commerciale. Au niveau finance, on peut trouver par exemple tout ce qui est analyse de risque, tout ce qui est scoring. Il y a un certain nombre d'outils qu'on peut développer à travers les statistiques. Bien sûr, en biologie, on parle de tout ce qui est sélection variétale, comment on peut faire le choix de traitement en médecine, comme on est en train de vivre dans la pandémie de Covid-19, les gens ils se cassent la tête sur trouver un vaccin qui donne assez de résultats, ou plutôt des stratégies de confinement, etc., des mesures de confinement, des mesures de distanciation sociale. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent aider le décideur vraiment pour avoir cette connaissance-là, on est obligé de faire appel à l'outil science de données. Alors, dans le contexte biologique ou plutôt biomédical, bien sûr, pour avoir ces données-là, la plupart des cas, on fait appel à beaucoup de stratégies de collecte de données. Ici, j'ai sélectionné pour vous quelques-unes. Ce n'est pas d'une manière exhaustive, mais j'ai essayé le côté transversal. C'est des données qui existent, qu'on peut facilement avoir,
qui vous donne un peu une évolution, plutôt pas une évolution, une capture, une image sur la réalité d'une problématique donnée. Par exemple, tout ce qui est, je ne sais pas, diagramme qu'on peut rencontrer actuellement dans les médias sur le coronavirus, des petites cartes géographiques qui montrent un peu des zones un peu touchées par le virus, etc. Et c'est cette connaissance que vous êtes en train de voir là, c'est on est en train de voir un peu dans les médias, c'est des connaissances. Pourquoi c'est des connaissances? Pourquoi? Parce que ça vous donne plus de visibilité, parce que c'est là l'intérêt de la connaissance, parce que ça vous donne de la sagesse. Ça veut dire, c'est voir un tableau de bord, ça vous donne un peu une idée sur l'état de votre voiture. Voir une carte du Maroc, par exemple, avec des ronds rouges, verts, etc., ça vous donne un peu une idée sur là où le virus se propage beaucoup plus. Voir un peu un tableau de bord géographique sur tout ce qui est répartition, distribution de clients pour une entreprise, ça peut aider l'entreprise à voir là où il y a assez de clients, il y a pas de clients, pour renforcer le volet communication. Avoir une petite segmentation sur la clientèle d'une banque, ça peut aider l'entreprise, ça peut être la banque ou bien une agence, plutôt une société d'assurance, pour aider à structurer sa clientèle, voir là où il y a le risque, là où il n'y a pas, penser à la tarification, personnaliser les prestations et ainsi de suite. Donc, on est là autour, tout ça autour du client, autour de notre environnement. Donc ici, le transversal, c'est des données statiques, et le longitudinal, c'est du statique, c'est des captures, c'est des captures d'images sur une situation, sur des temps discrets. Ça veut dire on a parfois la périodicité c'est une année, parfois c'est 2 ans, parfois une semaine, parfois un mois, etc. Ça nous permet d'avoir un peu une idée sur l'évolution d'un phénomène, d'un indicateur, d'une maladie, etc. Alors, les deux derniers qui sont les plus importants pour moi, tout au long de cette présentation, c'est les enquêtes plus ou moins expérimentales et observationnelles. Et là, j'en ai parlé un peu dans le volet plan d'expérience. Il n'y a pas que le plan d'expérience dans le monde de la chimie, mais on peut penser aussi à l'expérimentation dans, dans le monde médical, d'accord? Euh, Dans le monde médical, on peut penser à des essais cliniques sur des malades, le placebo, etc., des traitements, des molécules, de nouvelles molécules pour traiter des maladies, etc., de nouveaux pesticides, de nouveaux, etc., etc., des mycorhizes, dans la biologie végétale, on peut penser des ondes, etc., etc. Donc, ce qui fait, on peut faire l'expérimentation aussi dans le monde médical, et les données peuvent émaner à travers des expériences. Il y a des gens aussi on peut aussi faire l'expérimentation dans le domaine marketing à travers des analyses sensorielles. Pour les gens qui les connaissent, on peut faire, il y a tout un axe, le marketing, qui s'appelle le marketing sensoriel, d'accord? Et qui permet un peu d'approcher la satisfaction des différents sens d'un client. On peut faire des dégustations, on peut jouer sur la couleur, on peut jouer sur l'image, on peut jouer sur la couleur, l'odeur, le marketing olfactif, etc., etc. On peut aussi faire des expérimentations au niveau finance, en stressant par exemple des traders dans le marketing, la finance comportementale, voir un peu des stimuli pour des gens de la finance pour voir la réaction du marché, etc. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup de choses dans l'expérimental. C'est pas l'expérience, elle est liée principalement au laboratoire. Alors, il y a le volet observationnel, et là, ça va prendre une grande partie de mon exposé ce soir. Ça va me permettre quand même de vous parler un peu de quelques types d'enquêtes étiologiques, notamment tout ce qui est enquête cas témoins, les enquêtes de cohorte,
et je vais de temps en temps sortir de la biologie pour donner un peu quelques messages aux gens de la finance, étudiants de marketing qui sont avec nous. Alors, bien sûr, il y a aussi des enquêtes transversales aussi dans ce cas-là, dans l'observationnel, et qui nous permet de, 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 de d'approfondir notre connaissance sur un phénomène donné. Alors, moi, ce que je veux dire tout simplement, c'est que quand au longitudinal et le transversal, on n'est pas toujours satisfait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose encore à approfondir. Et quand on passe à ces deux dernières composantes plutôt de méthode de collecte de données, on est face à un autre élément. On est dans le descriptif dans les deux premières, mais dans les deux derniers, on est un peu dans la connaissance, ça veut dire vraiment l'approfondissement. On est dans l'interaction, ça veut dire il y a l'élément facteur qui arrive, il y a l'élément facteur qui arrive, il y a l'élément dépendance. Ça veut dire que là, on est dans l'univariété, on a un paramètre, on le suit, etc., dans le temps, etc. Mais ici, en l'interaction, donc c'est très important d'aller vers dans ce sens. Et là, pour les deux là, on peut déboucher sur des axes bivariés, multivariés, et on peut même toucher, même dans des cas, dans des études comme dans la génétique ou dans pas mal de domaines, un peu plutôt dans la médecine sociale, on peut vraiment déboucher sur des bases de données qui sont colossales et qui peuvent vraiment faire intervenir des outils, notamment en data mining, en deep learning, etc. etc. Alors, la connaissance qu'on va chercher tout au long de notre exposé, bah, il est de trois types. Il y a des connaissances numériques, il y a des connaissances graphiques et des connaissances tabulaires. Vous allez m'excuser parce que tout simplement, dans mon exposé, je n'ai pas voulu parler des méthodes transversales, ça veut dire tout ce qui est univarié. Je voulais aller directement vers le bivarié, mais si vous voulez que je fasse l'univarié pour les gens qui sont débutants, alors là, vous me le dites et je le ferai pour vous avec grand plaisir. Alors, la connaissance ne peut être que de trois types. Il y a la connaissance numérique. Dans le domaine médical, on parle de l'incidence, de la prévalence du risque, mais aussi dans le domaine de la finance ou bien dans les sciences de gestion en économie, il y a toujours ces éléments-là qui arrivent. Il y a le risque qui vient, il y a la frustration du client, il y a le départ du client, il y a le changement de mode du client, il y a des clients qui partent, il y a des gens des clients risqués en matière d'octroi de crédit, il y a beaucoup de choses. Donc là, on est dans le risque. La prévalence ou bien l'incidence, c'est surtout l'incidence, c'est un aspect qui peut venir avec le temps. On parle du taux d'attaque en épidémiologie, taux d'incidence, on l'appelle parfois le taux d'attaque, mais aussi l'incidence, c'est un changement qui peut vraiment toucher le comportement d'une structure ou bien d'un individu statistique qui peut être une plante, qui peut être un individu dans sa relation avec son fournisseur, etc., etc. Alors, le graphique, c'est la connaissance graphique, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez complètement taper euh, tableau de bord dans Google et là, vous aurez une panoplie d'indicateurs qui peuvent être d'ordre géographique, peuvent être interactifs en tout ce qui est modélisation multi-agent, on peut avoir des simulations qui sont un peu réelles, plus ou moins naturelles, qui peuvent vous modéliser un peu la propagation d'une épidémie, l'évolution, tout ce qui est crowding par exemple, l'évolution du périmètre d'une zone urbaine, l'évolution de la maladie, d'une épidémie dans des vergers, etc. On peut voir beaucoup de choses d'une manière dynamique dans le temps. On peut voir aussi des diagrammes, des courbes, des cartes, etc. etc. Alors, pour les connaissances tabulaires, là aussi, il y a différentes manières de voir
beaucoup de tableaux synthétiques qui représentent complètement la réalité, ou plutôt une partie de la réalité, mais la réalité la plus importante, des tableaux de fréquence, des tableaux de contingence, des tableaux d'effets. Et comme on va le voir, si on arrive à toucher l'analyse multivariée, alors on aura l'opportunité de toucher. Alors, je vous ai donné un exemple d'études plus ou moins longitudinales sur le suivi du coronavirus, sur des semaines, etc. Et ça nous permet d'avoir un peu une idée sur les gens testés positifs, testés décédés après testés positifs, etc., etc. Ça nous permet un peu d'avoir une idée. Et ce n'est pas les données. Et là, un niveau de connaissance, ça nous permet un peu de voir facilement l'évolution de la maladie au niveau local. C'est des données du Maroc. Alors, euh, une fois il y a le facteur qui arrive, on est un peu dans l'interaction. J'ai essayé de modéliser pour vous un peu le monde. Je vais me limiter pendant ces séminaires que je propose pour vous du cas bivarié. Ça veut dire qu'on a une interaction entre deux variables. Peut-être ici, j'ai mis le phénomène, mais je peux mettre aussi l'individu. Ça veut dire ça peut être l'individu statistique, ça peut être une plante, ça peut être un malade, un patient, ça peut être, je ne sais pas, un client, ça peut être une structure, une entreprise, ça peut être beaucoup de choses. Ça veut dire que là, chaque individu statistique peut être là et qui subit l'effet d'une variable X qui, qui qui est un facteur, et là, on aura une réponse. Et on se pose toujours une question, une grande question. Y a-t-il une relation entre X et Y? Ça veut dire, en d'autres termes, on veut dire, est-ce qu'il y a une relation de causalité entre X et Y? Et si on répond à l'existence, positivement à l'existence de cette causalité, on se pose encore d'autres questions concernant la force de la relation et bien sûr l'évaluation du degré de cette relation et pourquoi pas ne pas écrire et exprimer mathématiquement ou d'une autre manière ou graphiquement ou quoi que ce soit. Il y a des modèles dans les équations structurelles où on peut vraiment des modèles graphiques qui illustrent un peu la complexité des interactions de différents paramètres qui interfèrent avec une problématique donnée. Alors ici, je peux dire tout simplement que les variables, ou plutôt les facteurs qui impactent entrants peuvent être en biostatistique nature, différentes natures. Il y a l'environnement, ça veut dire que des paramètres de pollution, par exemple, des paramètres de température, des paramètres je ne sais pas, mais des paramètres plus ou moins environnementaux, la qualité de la terre, il y a du substrat, on peut avoir beaucoup de paramètres de l'environnement qui peuvent impacter, qui peuvent être comme X. Alors, il y a des paramètres comportementaux, par exemple, là, quand j'arrive à ce niveau-là, je prends la cigarette et plutôt c'est une habitude qui a un impact, bien sûr, qui peut être un facteur nocif. Et il y a aussi le confinement, par exemple. Il y a des gens qui ne font pas le confinement, donc s'il y a une grande partie de gens qui ne font pas le confinement, donc il y aura certainement un impact sur une réponse qui peut être la vitesse de propagation de l'épidémie. Il y a tout ce qui est alimentaire, on peut s'intéresser à des protéines et leur impact sur le bien-être de ça, peut-être pour stabiliser ou plutôt réguler certains paramètres dans le corps d'un animal ou bien d'un individu, ou plutôt dans une plante aussi. Il y a le côté génétique, ce qui dépend des propriétés intrinsèques de l'individu. Il y a aussi le côté médical qui est aussi important. C'est des traitements, c'est des molécules, c'est des produits. Et bien sûr, on s'intéresse dans la plupart des cas des études biostatistiques ou plutôt des études marketing ou plutôt des études financières, etc. On peut s'intéresser toujours aux risques, à la croissance végétative, croissance du chiffre d'affaires, croissance du portefeuille client. Le comportement, c'est aussi important parce que maintenant, on parle du comportement client, on essaie toujours on parle du comportement de l'animal, en neurosciences, par exemple, on parle de la production aussi.
tout ce qui est rentabilité, on peut parler de la production euh, pour une plante, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez imaginer pour Y et aussi pour X, parce que je ne peux pas sincèrement délimiter toute la typologie, plutôt que les différentes euh, types de variables. Alors, là, on est dans une interaction entre X et Y. Donc, à travers ce petit tableau, là, il y a Y, on l'appelle souvent une variable expliquée. Et le X, c'est une variable explicative. Dans la littérature, parfois Y, on l'appelle une variable exogène et l'autre c'est endogène. Parfois, on l'appelle aussi variable Y, on l'appelle variable dépendante et X, on l'appelle variable indépendante. Alors, si on s'intéresse à l'interaction de deux variables, on a quatre cas de figure. Alors, le cas numéro un, c'est le cas où les deux variables X et Y sont qualitatives. Et le deuxième cas, et pour traiter après, on va faire appel au test Q2, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de traiter ce cas-là. C'est le cas où Y, il est quantitatif et le X, il est qualitatif. Et là, ça va nous permettre vraiment de parler de la nova éventuellement et essayer de déborder un peu vers l'ANCOVA, si vous voulez, et le MANOVA et la MANCOVA, c'est des aspects de traitement plutôt de dépendance de groupes de variables par rapport à des réponses. Alors, bien sûr, une fois on va régler ce volet-là, on va passer au cas quantitatif-quantitatif. Alors, le quantitatif-quantitatif, là, il y a la régression, bien sûr, simple, et ça va nous permettre aussi de déboucher sur la régression multiple, et ça va nous permettre aussi de tisser un lien avec l'outil des plans d'expérience, parce que c'est très important. Alors, une fois on règle ce volet-là quantitatif-quantitatif, on va passer directement au cas où on veut expliquer une variable qualitative, d'accord, avec une variable quantitative. Et ça, c'est la régression logistique. J'ai oublié de vous donner quelques exemples, mais vous pouvez, par exemple, pour la régression logistique, on peut penser à la teneur d'un médicament et, par exemple, je ne sais pas, un traitement d'un traitement et voir est-ce que, ou plutôt le diamètre d'un nodule ou bien d'une métastase et, par exemple, la relation avec la typologie de la tumeur, est-ce qu'elle est maligne ou bénigne, par exemple. Ça veut dire qu'on est dans la régression logistique. Pour le quantitatif, par exemple, ici, on peut voir aussi pour les gens de la finance, en fonction du revenu, on peut dire est-ce que la personne elle est risquée, le niveau de risque, il est à un risque élevé, pas de risque ou bien un risque moyen. On peut dire, en fonction du chiffre d'affaires, on peut dire, voir un peu sur la satisfaction. Est-ce que réalisé avec le client, est-ce que la satisfaction elle est bonne, plutôt très satisfait ou moyennement satisfait ou bien pas du tout satisfait. Alors, pour le quantitatif, il y a assez d'exemples. On peut voir, par exemple, une relation entre la dose d'un traitement et l'impact sur la maladie, ça veut dire l'évolution. C'est-à-dire si on veut, par exemple, mesurer l'évolution avec une énumération du sang, et ça nous permet un peu de voir un peu l'impact d'un traitement sur ça. On peut penser, par exemple, à la teneur, par exemple, plus la dose d'un produit comme un oligo-élément sur la croissance végétative. Par exemple, ici, pour le quantitatif-qualitatif, on peut, quantitatif, qualitatif, on peut voir par exemple la vitesse de propagation du coronavirus comme variable que je veux expliquer, comme Y, et par exemple les régions, plutôt les pays, le Maroc, etc., et de voir un peu est-ce que les différents, si on prend les villes du Maroc et les villes de l'Europe, et voir un peu est-ce qu'il y a, quand on change
de région, est-ce qu'il y a la vitesse qui change, par exemple. Il y a beaucoup de choses, donc peut-être avec les exemples, on aura l'opportunité de traiter chaque cas par cas. Alors, dans la suite de cet exposé, je vais essayer de me limiter à ce volet-là, le test Ki2. Alors pour Ki2, je vais essayer de supposer que j'ai deux variables x et y, une variable x qui est avec k modalité, d'accord? Et j'ai y, une autre variable avec m modalité. Alors, déjà, au niveau de connaissance, je peux générer une connaissance tabulaire, qui est normalement le tableau à double entrée ou bien ce qu'on appelle le tableau de contingence. Alors, on met les xi comme valeur, les modalités de la variable x, et y, les modalités de les yi, j, les modalités de la variable. Et après, on fait le croisement, et le croisement entre la modalité yj et la modalité xi, on met ici l'effectif des individus, supposons qu'on est face à un échantillon, le nombre d'individus qui représente yj et xj et qu'on note par nij. D'accord? Alors, ce n.j, d'accord, ça représente l'effectif de tous les individus, ça veut dire tous les individus qui ont la modalité YJ dans notre échantillon. D'accord? Et le n point, cette dernière colonne plutôt, elle représente tous les individus qui ont cette modalité XI. D'accord? Donc, c'est simple et on peut voir que le n.i, c'est exactement la somme de tous cette ligne-là. D'accord? Ne vous inquiétez pas, la lecture à première vue, il va être un peu difficile, mais soyez sûr qu'avec les exemples, tout sera clair. Alors, bien évidemment, on a aussi des tableaux de contingence, pas avec des effectifs, mais on peut avoir des tableaux d'effectifs avec des fréquences. Ça veut dire FIJ ici, FIJ, J, elle est comprise entre 0 et 1, parce que c'est une fréquence, 0, 1, d'accord? Et puis, c'est comment on peut obtenir les FIJ? C'est exactement l'effectif divisé par l'échantillon total qui est ici, dans cette case, dans ce corner. D'accord? Alors, bien sûr, on peut reproduire un tableau de contingence fréquence, comme on peut aussi élaborer un tableau de contingence pourcentage. C'est-à-dire que pourcentage, c'est exactement le FIJ multiplié par 100 pour avoir une valeur pourcentage. Bien sûr, c'est quoi les distributions conditionnelles? Les distributions conditionnelles, je vais les expliquer même ici. Ça veut dire que quand je fixe par exemple Y1, d'accord? Ça, cette colonne-là, ça représente la distribution conditionnelle de X, sachant que Y est égal à X1 et Y est égal à Y1. Ça veut dire que la variable, etc. Donc ici, cette colonne. Et si je prends, par exemple, cette ligne, là, la dernière ligne, par exemple là, je suis désolé, ça représente la distribution de Y, sachant que X est égal à XK, la dernière modalité de X. Donc là, quand on veut lire les distributions conditionnelles, il suffit vraiment de trancher, faire des slides, et puis vraiment trancher plutôt le tableau de contingence, et vous allez avoir vos distributions conditionnelles, sachant soit Y sachant X ou bien X sachant Y. Donc, ça, c'est une manière de vous dire, je ne vais pas vous alourdir par la notation mathématique. Alors, bien sûr, quand on parle ça, par exemple, on s'intéresse à l'indépendance ou plutôt la dépendance de deux variables X et Y. On peut dire là, une bonne manière pour voir est-ce que une variable et les deux variables X et Y sont indépendantes,
Tout simplement, il faut que l'une des conditions suivantes est vérifiée. L'une des conditions suivantes elle est vérifiée, ça veut dire soit que les colonnes sont proportionnelles, ici c'est les colonnes sont proportionnelles, soit que les lignes sont proportionnelles, sont les mêmes, soit que les lignes sont proportionnelles, d'accord, soit que les lignes sont les mêmes. Ça veut dire que c'est l'une des assertions qui peut vous assurer un peu, vous assurer l'indépendance. Par exemple, si je regarde cet exemple-là de tableau de contingence entre deux variables, x et y, x avec trois modalités, y avec trois modalités, vous pouvez voir là, cette colonne-là, par exemple, cette colonne, c'est très simple, est égal à 2 fois cette colonne. Ça veut dire c'est proportionnel. D'accord? Et cette colonne-là est égale 3 fois la troisième colonne. Ça veut dire pour obtenir, passer de là à là, je multiplie par 3. Multiplie par 3. 3. D'accord? Et pour passer de là à là, je multiplie par 2. D'accord. Alors, une condition importante pour, pour, une condition importante pour avoir cette indépendance, c'est exactement ce que je viens de noter là, ici. Alors, on va essayer de transcrire ça sur un diagramme, sur le diagramme. Ça veut dire que ce 36-là, il doit être égal, si vous pouvez le vérifier, est égal à 72. C'est le n 3 points, parce que c'est un 3, je m'excuse, n 3 points, multiplié par 60, c'est-à-dire je multiplie ça avec ça, d'accord? Et je divise par la taille de l'échantillon qui est égale à 120. Et la formule, elle est là, d'accord? Je multiplie 72 et je vais obtenir 36. Donc ça, c'est une manière de dire que on est sûr qu'il n'y a pas de dépendance. Pour obtenir ce résultat-là, il faut revenir à la théorie de probabilité. C'est là, si vous vous rappelez très bien que la probabilité de A fois B inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B si les deux événements sont indépendants. D'accord? Alors, maintenant, je vais passer à un exemple. Comme ça, on va être un peu plus pragmatique. Alors, je considère un exemple trop simple, ce qui est, c'est avec un facteur de risque qui est le fumeur, ça veut dire c'est un facteur X, ça veut dire que ça, on a le X, d'accord, le facteur X, et ici, on a Y, d'accord, Y. Ici, on a deux modalités pour X, malade, non malade, cancer de poumon, pas de cancer de poumon, ici, fumeur, non fumeur. Ici, on est un échantillon de 300 personnes, d'accord, qui se partagent en 200 fumeurs et 100 non-fumeurs, d'accord. Si vous remarquez, il suffit, si je vous donne 160, et ce que j'ai mis en blanc, si je vous donne 160, vous pouvez facilement obtenir les 40, parce que 160 pour avoir 200, il te faut un 40, d'accord. Et si vous avez 15, pour avoir 50, 100, il faut 85. Ça veut dire que je le mets en rouge. Et si vous avez 160 et 15, vous pouvez obtenir 175. Et si vous avez 40 et 85, bien sûr, vous pouvez avoir 125. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si on a deux valeurs, alors on peut facilement compléter notre diagramme. Alors, X ici, c'est des fumeurs. Maintenant, on se pose la question, y a-t-il une relation entre X et Y? D'accord? Ça, c'est une question. Alors, pour dire que est-ce qu'il y a une relation, je vais supposer, si c'était vrai, ça veut dire si X et Y sont indépendants, si je reviens à la formule de tout à l'heure, on doit avoir ici, dans ces cases-là, on doit avoir ces valeurs-là.
si c'était indépendant. Ça veut dire que 83, sur 83 par exemple là, virgule 3, ça doit être 200 multiplié par 125 divisé par 300. C'est très bien. Si je fais 200 fois 125 divisé par 300, je vais obtenir ça. Mais ici, j'ai 83. Mais qu'est-ce que j'ai là? J'ai 40. Ça veut dire qu'il y a un écart entre 40 et 83. Il y a un écart entre 60, ici, que j'ai observé, et c'est 116,5. Il y a un écart entre 58 et 15. Il y a un écart entre 85 et 41. Ça veut dire en d'autres termes, ça c'est ce que j'ai observé. Par exemple, ça c'est ce que j'ai observé. Et ça c'est ce que j'ai estimé si, en supposant cette hypothèse est vraie. Ça veut dire X, Y sont indépendants. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que cet écart-là, il est significatif ou bien il n'est pas significatif? Peut-être cet écart-là, il est venu par une erreur d'échantillon, une fluctuation à l'intérieur de l'échantillon. Donc là, on peut se permettre de dire effectivement, c'était une erreur d'échantillon, donc c'est un petit biais, c'est un petit bruit qui n'est pas significatif. Mais on veut évaluer cet écart-là. Alors pour évaluer cet écart-là, ça c'est l'effectif observé et ça c'est l'effectif théorique. D'accord? C'est les effectifs théoriques. Alors maintenant, on va essayer de mettre en place une mesure qui va nous permettre de mesurer l'écart entre les 4 valeurs observées, les 4 valeurs théoriques. Alors pour le faire, la question auquel on veut répondre, est-ce que H0, les deux variables sont indépendantes est vrai, ou bien elle n'est pas vraie? Ça veut dire, est-ce qu'on est dans ce cas-là, ou bien on est dans ce cas-là? Ça veut dire en d'autres termes, on doit mesurer l'écart entre les deux valeurs, les valeurs observées et les valeurs théoriques, que j'ai calculées en supposant déjà l'hypothèse H0 est vraie, et je dois savoir comment voir est-ce que cet écart est significatif ou n'est pas significatif. Alors pour mesurer cet écart-là, on le mesure de cette manière-là. Je ne vais pas rentrer avec vous en détail, s'il vous plaît, parce que ça, c'est une distance qu'on appelle la distance Ki2 entre deux variables qualitatives. Et on peut montrer que le x observé moins x théorique sur x théorique, c'est, parce que ça, c'est l'observé, d'accord, moins le théorique sur le théorique. Le théorique. Pour les gens qui font de la finance, ils vont savoir que quand je fais cette différence et je divise, c'est ce qu'on appelle, je pense, la croissance. Ça veut dire la valeur finale moins la valeur initiale. Divisé par la valeur initiale, ça vous donne un pourcentage. C'est vrai, il y a ici un carré pour avoir un truc qui est positif. Alors, tout ce qu'il y a, on calcule les 4 différences, les 4 écarts, on le mesure comme ça, et puis on trouve une valeur de 116. La question qui se pose, est-ce que ce 116-là, elle est significative? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Etc., etc. Alors, pour prendre une décision et de voir est-ce que ce 116-là, elle est grand ou non, on est obligé de faire appel à un test statistique. Alors, le test statistique, d'après ce que je viens de vous dire, la formule, ou plutôt la variable qu'on a évaluée pour l'échantillon que nous avons, il suit une loi de Ki2. Parce que tout simplement, juste pour vous donner un peu une explication, si vous rentrez, les gens qui ont fait des statistiques, la somme des carrés de variables aléatoires, x au carré par exemple, plus y au carré, si y est une variable aléatoire normale, y suit normale, alors le au carré, cette variable, je note, c'est qui de T2, parce qu'on a deux variables. Mais si on met trois variables, on aura un degré de liberté 3 et ainsi de suite. Alors,
Je vais revenir à la loi qui 2. Alors, la loi qui 2, il a une densité de probabilité sous cette forme-là. On a une table qui, est ça, mais ce qui est très intéressant dans la loi qui 2, juste pour vous expliquer un peu, c'est une c'est une vague qui s'écrase vers zéro. Ça veut dire la grande partie, c'est une asymétrie inférieure, supérieure, et qui s'écrase vers les autres. Ça veut dire que la grande partie de la masse, il se trouve autour de zéro. Ça veut dire que c'est une variable qui a un comportement particulier et on a une petite table. Par exemple, une table de qui 2 qui vous donne, qui accompagne, ça veut dire ici, ce tableau-là, il vous génère les seuils. Ça veut dire que les valeurs qui sont à l'intérieur de ce tableau-là, ça vous génère le seuil. Ici, vous avez, si on fixe P, d'accord, on fixe P, on fixe le degré de liberté, on est dans une table double entrée, et on peut facilement obtenir ce S-là, ce seuil, ça. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons que je fixe P à 95%, ça veut dire 0,95. Vous pouvez voir là, ça c'est le P, et ça c'est le degré de liberté. Le degré de liberté est égal à ici 8. D'accord? Alors je prends 8 et je vais directement au croisement de 95% et je trouve le alpha, plutôt le S, la valeur seuil est de 15. Ça veut dire que ce S-là, si je prends une variable de qui 2 avec, avec un degré de liberté 8, d'accord, à la place de K ici, alors si je veux avoir ici 95%, d'accord, bien sûr, il me reste ici, cette zone blanche, seulement 5%. D'accord? Donc, il y a une petite partie. Alors, cette zone-là, elle est comprise entre la valeur 15,0,507, etc. Donc ici, ça c'est la lecture de cette table. On va essayer de voir ensemble comment on peut exploiter cette table pour trouver une bonne réponse à notre. Alors, la loi qui 2, vous pouvez le voir là en fonction de degré de liberté, c'est ce qu'il est. Alors, dans notre cas, le degré de liberté, de notre cas, c'est le nombre de lignes moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1. Donc ici, on a 2 lignes fois 2 colonnes, donc aussi on a un degré de liberté est égal à 1. Alors si on veut supposer, avec l'hypothèse de qui 2, si on suppose que notre seuil de confiance est de 95%, ça veut dire on veut prendre toute la grande partie, alors on est dans un seuil qui est de 3, un seuil de 3,4. Une petite lecture, ici c'est le qui 2. Donc ici, ce S-là, ce seuil-là, est de 3,4. 3,841. Donc, ça veut dire quoi? On a mesuré notre qui 2 observé. Alors ça, c'est le qui 2, ce S-là, c'est le seuil. Il y a des gens qui l'appellent le qui 2 théorique. Alors, on mesure notre qui 2 observé. Il est ici. Il est bien loin de 3,841. Ça veut dire qu'il est dans la zone de rejet de H0. Ça veut dire il se trouve que notre indicateur que nous avons calculé, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que l'écart est assez grand par rapport à la zone, on peut dire la zone de confiance de 0. Ça veut dire, on veut dire que dans cette zone-là, on peut dire que c'est négligeable. Ça veut dire que les valeurs qui sont ici, ici, sont négligeables. Je peux les considérer comme 0. Une fois que je dépasse ce seuil-là, c'est-à-dire je suis au-delà du négligeable. Ça veut dire que ici, cet écart-là, je ne peux pas le considérer comme étant un écart qui est négligeable. Ça veut dire que je suis loin de H0, qui est l'hypothèse qui oblige, qui nous dit qu'il y a il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance. Ça veut dire, en d'autres termes, dans ce cas-là, je peux dire que puisque le qui 2
il est observé, il est égal à seuil supérieur à ce seuil-là, je peux dire à 95%, je rejette H0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux rejeter H0, mais je peux me tromper à 5%. Ça veut dire à 95%, j'ai raison. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut jamais avoir le 100%. Et c'est l'hypothèse qu'on est en train de faire. Alors maintenant, je vais essayer de faire ça pour notre étude. Alors, notre étude, si je reprends donc ici, on peut dire que d'après le test statistique I2, je peux dire qu'il y a une dépendance entre le facteur de risque et bien sûr le cancer ou plutôt la maladie des poumons. Mais n'empêche que il y a des gens ou plutôt c'est la réalité, c'est pas des gens. On peut dire qu'il y a une différence statistique, on peut dire qu'il n'y a pas de dépendance ou il y a une dépendance statistique, mais la causalité, il faut faire attention, sincèrement. Pour parler de la causalité, il faut passer vraiment à l'expérimental pour essayer de valider un certain nombre de choses. Alors, ce que je vais vous dire après, dans les slides qui viennent, il me reste 10 minutes pour finir, euh, je reprends toujours les mêmes données, mais je vais essayer de les considérer comme étant des données transversales. Ça veut dire quoi des données transversales? Ça veut dire que c'est des données que j'ai collectées à un moment donné. J'ai pris des fumeurs, un échantillon, il y a des fumeurs et non-fumeurs, des malades et des non-malades, et j'ai essayé de croiser, c'est un échantillon de 300 personnes, et après, j'ai calculé mon tableau de contingence. J'ai mis en place mon tableau de contingence. Ici, tout ce que je peux dire dans une lecture verticale, je peux parler de la fréquence d'exposition. Ici, par exemple, le 160 divisé par 175, si je divise ça, fumeur, la fréquence d'exposition pour les malades. Donc ici, je peux dire que pour les malades atteints d'un cancer de poumon, ils ont une fréquence d'exposition au facteur de risque qui est de 91%. Les non-malades, la fréquence d'exposition, c'est une fréquence qui est de l'ordre de 32. Et on peut voir clairement que déjà la fréquence d'exposition entre malades et non-malades, elle est largement différente. D'accord? Donc ça, c'est une lecture verticale. Alors regardez, puisqu'on est dans le transversal. Alors maintenant, on va lire en diagonale, plutôt en horizontal. Alors, en horizontal, je peux parler de la prévalence. Par exemple, ici, je vais effacer ça, comme ça j'aurai un truc clean. Alors ici, pour une lecture horizontale, je peux parler de la prévalence. Ça veut dire si je divise 160 de malades que je trouve dans mon échantillon divisé par la des fumeurs, dans les fumeurs, 80%. Donc ici, on a une prévalence de 80% pour les fumeurs, d'accord? Pour les non-fumeurs, on a une prévalence de 15%. Et on voit clairement que la prévalence des fumeurs, elle est assez grande par rapport à celle pour les non-fumeurs. Et on peut dire que les fumeurs, le sens, on peut dire facilement, en faisant un facteur, le rapport entre 80% et 15%, on va faire sortir le rapport de prévalence, c'est qui est égal de 5,33. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire que la prévalence des patients atteints qui souffrent du problème de cancer de poumon, la prévalence est de 5,33 fois la prévalence chez les non-fumeurs. D'accord? Donc là, ça peut nous aider un peu à voir un peu la force, le sens de l'association. Ça montre effectivement que tant qu'on fume plus, on risque de tomber malade. Et ici, il y a la prévalence qui est assez élevée, d'accord? Ici, le rapport, le RP, d'accord? Ça montre effectivement, on a la force de l'association
qui se mesure par ce 5,33, d'accord? Et on a le sens de la variation qui est aussi important, ça veut dire en fumant plus, de tomber malade plus. Alors maintenant, je vais passer à une autre typologie d'études, c'est l'étude cohorte. Alors, ce qui diffère l'étude de cohorte par rapport à celle transversale, c'est que on commence, c'est une lecture dans le temps. C'est-à-dire quand on est dans les études cohortes, on fixe une population, des cohortes exposés, non exposés, un échantillon de fumeurs et non-fumeurs, d'accord? Ici, je parle de la cigarette, mais on peut parler aussi d'un facteur de risque qui peut être, par exemple, beaucoup de choses. Par exemple, les boissons alcooliques, quelques éléments des produits gras, etc., etc. Et on fait le suivi dans le temps. Ça veut dire quand on est dans des études cohortes, il y a le temps qui se fait dans l'étude à travers le suivi de notre cohorte. Alors cette cohorte, elle est composée de 200 fumeurs exposés et sans non exposés. On essaie de voir un peu l'incidence de malades. Alors avec le temps, on se retrouve avec une incidence cette fois-ci, pas la prévalence, d'accord, de 80%, une incidence chez les non-fumeurs de 15%, et là on se retrouve avec ce qu'on appelle le, le risque relatif, c'est ce que j'ai noté ici par IR5 qui est de 5,33. Mieux que ça, on peut aussi calculer un intervalle de confiance pour ce risque relatif, et on peut trouver que dans cet intervalle de confiance, il ne contient pas le 1. Ça veut dire que 1 n'appartient pas à cet intervalle. Quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, à quoi ça sert ce 1-là? Ça sert ce 1-là parce que le 1, pour moi, quand le risque relatif est égal à 1, c'est-à-dire il n'y a pas de risque, c'est-à-dire il n'y a pas de dépendance. Mais si le risque il est inférieur, le risque relatif il est inférieur à 1, on peut dire que le facteur il est protecteur. Et si le risque il est supérieur strictement à 1, on dit que c'est un facteur de risque. Et ça, ce qui est très important, donc ici, on voit que notre risque relatif est de 5,33. Donc, on peut dire que le risque de déclenchement d'un cancer de poumon est de 5,33 plus élevé chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Alors, ce que vous remarquez là, c'est qu'on a pu faire sortir un autre indicateur qui nous permet de parler de la force de la relation, le sens de la relation et bien sûr un intervalle de confiance. Ça veut dire qu'on est en train de trouver d'autres indicateurs qui peuvent nous parler de la significativité de notre relation entre la variable X et la variable l'exposition et la variable de maladie. Alors, je vais essayer de prendre le même cas, mais je vais essayer de le voir dans une étude cas témoin. Alors, les études cas témoins, c'est des études qui se passent un peu dans un temps limité. Ça veut dire, au lieu de choisir un échantillon entre les exposés et non exposés, alors on choisit notre échantillon entre malades et non malades. Ça veut dire les cancers de poumon et pour notre poumon. Et après, dans chaque sous-échantillon, dans chaque portion, on est en train de voir la distribution, plutôt la fréquence des fumeurs ou bien plutôt l'exposition au niveau de chaque échantillon. Alors, bien sûr, ce qu'on va voir ici dans ce cas de ce qu'on appelle un autre indicateur, c'est ce qu'on appelle l'odd ratio ou bien ce qu'on appelle dans la littérature française le rapport des cotes. D'accord? Parce que le rapport des cotes, pour calculer le rapport de cotes pour les malades, on divise les 160, d'accord? On divise par 100 par 15. Ça veut dire la proportion l'effectif de fumeurs sur l'effectif de non-fumeurs. Et ici, l'effectif de non-fumeurs sur l'effectif de non-fumeurs. Imaginez, si ce rapport-là est égal à ce rapport-là, ça veut dire quoi? Que la distribution au niveau des malades et des non-malades, c'est la même. Ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il n'y a pas d'effet
il n'y a pas d'effet du facteur de risque. Il n'y a pas de changement. Donc ici, je peux dire tout simplement que le odds ratio, quand je le calcule, c'est exactement le rapport entre celui des malades et des non-malades, et ça me donne 22. Donc c'est un deuxième indicateur qui me permet de mesurer la dépendance dans le cas des études cas témoins, et je peux aussi générer un intervalle de confiance, et vous pouvez voir là que l'intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1, et je peux trancher sur l'effet parce que j'ai un rapport de cote ou bien un odds ratio qui est supérieur à 1, donc il y a un effet de risque qui est évalué à 22,7. Donc, je pense qu'avec ça, j'ai terminé, mais il me reste encore pour vous, une petite démonstration que je vais faire avec vous directement sur ça. Alors, je vais prendre le logiciel Spaces et je vais essayer avec les données que j'ai, qu'on vient de traiter, je vais vous donner quelle est la procédure Spaces à suivre si vous voulez faire cette analyse. Alors, regardez, le premier conseil, c'est que les données dans leur réalité sont comme ça. Ça veut dire que vous avez deux variables smoking, cancer, et vous avez les modalités qui sont comme ça. On a 200 ici, 280, je pense, 90, 15. On a 300 personnes, individus statistiques. Bien sûr, pour obtenir la version agrégée, on fait appel à cet outil-là, agrégé. Elle est où? Agrégé, d'accord? Données, agrégé. Et puis, quand on va vous demander d'agréger, vous dites, je veux agréger par rapport à ces deux variables. Vous mettez ça. Et puis, vous dites le nombre d'observations. Vous aurez ici un break. Et après, vous allez dire, créer un autre fichier de données. Vous appelez votre agrégé, agrégé 1 par exemple, 2 par exemple. Et vous dites OK, il y a un fichier qui se crée pour vous. Vous pouvez le voir facilement. Vous le récupérez ici. D'accord? Il est là en train de s'ouvrir. Mais moi, je ne vais pas l'attendre pour qu'il le fasse. Je vais aller directement vers mon fichier qui est déjà agrégé. Ça veut dire que j'ai agrégé les fumeurs non-cancer, fumeurs cancer, non-fumeurs cancer, etc., etc. Il y a une chose aussi importante auquel je voulais vous attirer votre attention. Au niveau codage, et si je clique ici, j'ai le code. Au niveau codage, il faut coder les smokers en 0 et les non-smokers en 1. Et pour les cancers, les non-cancers en 1 et les cancéreux ou bien les malades avec 0. D'accord? Et ici, vous mettez la fréquence. Et puis, pour pondérer les croisements et faire donner, ici, vous avez la possibilité de pondérer. Ici, je l'ai déjà fait. J'ai pondéré avec la variable fréquence. Vous dites OK et vous avez votre truc qui est correct. Alors, pour générer les indicateurs que je viens de vous faire, c'est exactement, vous faites analyse et puis vous faites statistiques descriptives, tableau croisé, d'accord? Essayez, vous mettez, je vais réinitialiser. Je vais mettre le facteur risque ici et en colonne, je vais mettre le facteur, la variable cancer, d'accord? N'oubliez pas, au niveau statistique, vous ne faites rien à ce niveau-là. Au niveau statistique, il faut cocher le qui 2 pour étudier la significativité par rapport au qui 2, mais il faut, si vous voulez les odds ratios, les effets, le risque relatif, le RR, vous cochez le risque. Poursuivre, d'accord? Pour les cellules, vous cochez seulement qu'on est dans des structures lignes, donc vous dites OK. Et puis, format, je pense, c'est pas décroissant, ça marche. Annuler, d'accord? Et vous dites OK. Et puis, vous avez votre tableau de données, d'accord? C'est le tableau de
de données que vous avez, le tableau de croisement, ça veut dire le tableau de contingence avec des pourcentages, bien évidemment. Et puis, vous avez le Qui2, ici la valeur de Qui2 de Pearson, et vous avez un seuil de signification qui est très faible, qui est plus petit que 0,05. Et ça ce sigle-là, ce sigle-là que vous êtes en train de voir là, c'est une probabilité. Je vais revenir sur mes slides pour vous expliquer c'est quoi son sens. Mais c'est un truc qui est très faible, qui est inférieur à 0,05. Donc, je peux dire tout simplement qu'il y a une relation significative entre les deux. Vous pouvez voir aussi le rapport de cote, ici, qui est de 22 qu'on a déjà calculé. Et voilà l'intervalle de confiance, son interconfiance. Et vous avez le facteur le risque relatif qui est de 5,33 et voilà son intervalle de confiance. Ça, c'est le risque relatif par rapport si on prend comme référence les non-cancers. Mais ce n'est pas important pour vous, il suffit de prendre seulement ces deux lignes et ça. Alors, ce sigle-là, il y a beaucoup de questions sur ce sigle-là pour le comprendre. Le sigle, c'est exactement, peut-être j'ai oublié d'en parler, c'est un truc qu'on pourra trouver, je vais vous l'expliquer ici apparemment. Alors, le sig ici, le sig, c'est une probabilité. Alors, je vais vous expliquer un peu où, mais c'est une surface en fait, d'accord? C'est une surface que je vais, voilà, je donne. Alors, voilà le sig, c'est quoi? Le sig stylé. Alors, le sig, c'est exactement cette surface depuis, depuis le x de observé qui est entre la courbe et l'axe dx. Donc, vous allez voir que toute cette surface est égale à 0,05. Donc, bien sûr, cette petite surface-là, trop minime, elle est bien sûr inférieure à 0,05. Et ça, c'est exactement cette surface-là qui est égale, le sig, qu'on note parfois dans des logiciels, on le note par la p-value ou bien la p-value dans quelques logiciels. Alors, je vous remercie infiniment. Je reste à votre entière disposition. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et je serai à votre entière disposition pour répondre à chacune, peut-être réserver toute une séance